Bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des composts. Comment vous aider à bien les choisir. Alors les amis, bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Donc Sam, c'est moi. Pensez bien sûr à vous abonner, c'est toujours sympa. Et puis à mettre la petite cloche là pour être averti quand une petite vidéo sort. Alors cette vidéo va être un petit peu différente des autres puisqu'il va y en avoir deux sur ce sujet, car c'est un vaste sujet que choisir ces composts. Et les composts, en théorie, c'est avant tout de la matière organique. On achète ce type de produit en agriculture pour essayer d'améliorer la qualité organique de nos sols. Et il sera important que l'on fasse un point en amont de qu'est-ce que la matière organique, qu'est-ce qui la compose. Et en faisant certains choix de différents composts, les objectifs que vous allez remplir sur votre sol vont être très différents. En sachant qu'on n'échappera pas au fait que dans votre sol, il va vous falloir des ouvriers qui vont être capables de faire évoluer ce compost. Et derrière le mot compost, vous allez voir qu'il y a vraiment de tout. Des bons produits, des produits très moyens, et puis des produits franchement inutiles. Doublé à ça, une logistique de plus en plus compliquée qui va modifier ce produit qui est censé être vivant. Puisque derrière le mot compost, qui est un mot noble, vous devez avoir dans la tête le sac de compost qui sent bon la forêt, qui a une couleur un peu brune comme ma casquette. Et en réalité, on voit aujourd'hui, d'ailleurs comme ce compost-là, c'est dur à choisir, vous allez voir. Et ben, en fonction de sa vie antérieure avant d'arriver dans votre parcelle, eh bien, ce compost peut totalement changer. Et on observe beaucoup de produits vendus aux agriculteurs, puisqu'on ne les appellera plus compost, vous verrez pourquoi, qui sont noirs, devenus tout noirs, ou alors qui sentent extrêmement mauvais. Certains ont des jus, et je ferai le parallèle avec les fumiers et les lisiers, puisqu'en fin de compte, les céréaliers principalement achètent des composts par défaut de matière organique à apporter dans leur champ, mais en sachant quand même, et c'est très important de l'avoir en tête, qu'avec les cultures que nous faisons dans nos champs, c'est-à-dire le blé, les colzas, les maïs, etc., nous sommes en amélioration organique de nos sols, contrairement aux idées reçues. Mais pour ça, il faut que votre sol fonctionne le mieux possible, car si ce n'est pas le cas, en effet, il y a chute de la matière organique. Alors ça, c'est un sujet dont j'ai déjà évoqué certains thèmes dans différentes vidéos. J'en reparlerai cet hiver à la période un peu plus calme pour parler davantage de gros phénomènes complexes, puisque c'est quand même pas le moment en ce moment. Vous êtes tous au boulot, en pleine action, ou alors en vacances pour les non-agricoles, ou au travail d'ailleurs. Et donc les composts en agriculture sont un moyen très important de gérer la matière organique, qui est un composé essentiel de nos sols, et qui font la différence avec les composés chimiques et nutritifs qui peuvent être apportés par les agriculteurs depuis, on va dire, 70 ans à peu près, qui sont les engrais. Un des principes fondamentaux, c'est qu'à apporter des produits minéraux régulièrement dans un sol vivant, on finit par rendre ce sol minéral. Et un sol qui est minéral, c'est-à-dire qui n'a pas de vie, devient de plus en plus difficile à travailler, ne valorise pas l'eau, dans un sens comme dans l'autre, en excès ou en manque. Et la vie du sol contribue à faire évoluer cette matière organique. Et je vous disais qu'avec les cultures que nous faisons, nous sommes en amélioration normalement du bilan de matière organique, du bilan humique, l'humus étant la partie la plus évoluée de ces résidus. Donc je vous expliquerai ça aussi dans une vidéo. Ça fait partie des thèmes qui m'ont été demandés. Et donc malgré tout, il faut de la vie dans le sol. Les composts, lorsqu'ils sont bien choisis, peuvent participer à dynamiser cela. Et donc il ne faut pas les choisir comme des engrais. Il ne faut pas les choisir comme des engrais. Et c'est malheureusement ce qui est fait à 90%. Les gens choisissent les composts, et d'ailleurs les commerciaux qui les vendent savent y faire, en vous proposant des titrages. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que sont les titrages, c'est les unités fertilisantes, les kilos de quantité d'éléments dits majeurs qu'il peut y avoir dans les composts, azote, phosphore, potasse, parfois on y rajoute soufre et magnésie, et qui sont donnés en unités, 10, 10, 10 par exemple, 10 d'azote, 10 de phosphore, 10 de potasse par exemple, je donne un exemple. Et donc en réalité c'est une erreur si on choisit d'acheter des composts que de les choisir comme cela. Dans ce cas-là, on achète des engrais organiques. Et là, alors là, l'éventail proposé est immense avec tout ce que ça peut comporter sur vos sols. Donc là, on va aller retourner au frais et je vais vous parler un petit peu plus de la matière organique. A tout de suite. Alors, retour à l'abri pour parler donc de la matière organique finalement. Qu'est-ce que c'est ? Faire de la matière organique en achetant, c'est bien. Laisser ses résidus, c'est indispensable. Si on est éleveur, rapporter ses fumiers, c'est capital. Mais au final, qu'est-ce que c'est la matière organique ? Alors déjà, une nuance importante à comprendre, pourquoi c'est capital la matière organique et pourquoi les agriculteurs s'en aperçoivent bien, même s'il a fallu
une bonne génération pour se rendre compte à quel point c'était important, c'est que la matière organique, moi je donne toujours l'exemple que si vous prenez un tas de sable et vous prenez un sol sableux sur lequel on fait pousser du maïs dans les Landes par exemple, ou en Sologne du blé, ou des sapins, par exemple, des pins. Évidemment, il est fertile pour la simple et bonne raison, c'est qu'entre le tas de sable et le sol sableux, la seule différence, c'est la matière organique. Les matières organiques, on pourrait même dire. Donc vous voyez que c'est capital. Ce qui rend un sol vivant, comme je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure au champ, c'est la matière organique. Et à partir du moment où on commence à avoir un sol qui n'a pas une matière organique vivante, elle peut en avoir en termes de mesure de carbone, comme je vous en ai déjà parlé dans la vidéo analyse de terre que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. La réalité, c'est que ce qui compte, c'est que la matière organique apporte tous les êtres vivants qui s'accrochent dessus. En gros, c'est très simple, mais c'est à peu près, c'est simpliste même, mais c'est en gros ce que j'aimerais vous dire. D'où le choix important, lorsqu'on apporte de la matière organique, on a deux stratégies possibles. Soit on apporte une matière organique dans la notion nutrition, c'est-à-dire on remplace les engrais dits chimiques qui ont des conséquences et qui coûtent cher, etc., par des apports d'engrais organiques, puisque la matière organique que l'on laisse, soit les éleveurs, soit de la matière organique fermentescible, soit des déchets verts, etc., contiennent des éléments minéraux différents qui vont avoir parfois, je dis bien parfois, des aspects nutritifs. Donc en fait, il y aura des composts qui vont avoir un effet à court terme et il y aura des composts qui auront un effet à long et moyen terme. Alors j'emploie le mot compost puisque c'est le mot le plus utilisé, mais en réalité, les composts devraient tous être des produits qui apportent des choses à moyen et long terme. C'est-à-dire c'est une matière organique déjà évoluée, que l'on a fait évoluer soit en tas, en stockage, soit que l'on a fait évoluer directement dans l'élevage, par exemple, quand ça provient d'élevage. Donc vous voyez, c'est la grosse différence avec des déchets industriels qui peuvent être apportés, avec des sous-produits, par exemple de la méthanisation, etc., qui ne sont pas des produits évolués et quelque part vivants, qui apportent, entre guillemets, un objet à moyen terme. C'est vraiment tout de suite plus des produits court terme, c'est-à-dire des engrais organiques. Donc déjà, il y a cette première nuance que vous devez décider pour vous sur votre ferme. Si vous voulez un booster pour mettre devant une culture parce que vous voulez que ça pousse vite, etc., donc compenser au lieu d'apporter de l'azote chimique avec un compost. Alors évidemment, le mot compost sera un peu usurpé, mais ça va être peut-être des lisiers, ça va être des fientes de poules, ça va être des produits qui ont justement des composés à l'intérieur qui sont rapides d'action. Alors quels sont ces composés? Il y a 5 composés dans la matière organique. Il y a des sucres. Les sucres sont très facilement assimilables en quelques jours. Ça marche très vite. Le deuxième composé, c'est l'azote. L'azote est évidemment un booster pour la vie du sol. C'est un booster pour aider à décomposer les résidus les plus évolués, les plus complexes, les plus carbonés. Donc ça, on en parlera après. Ça, c'est le deuxième composé, l'azote. Le troisième composé, c'est l'amidon. Donc l'amidon est proche des sucres, mais plus évolué, un peu plus lent et un peu comme les nouilles pour nous, c'est-à-dire des sucres lents, on va les appeler comme ça. Donc les féculents, je dis les nouilles, mais les féculents en général. Donc quelque part, ça c'est important, les éleveurs connaissent bien l'amidon sur son rôle un petit peu énergétique et dans la durée. Donc ça, c'est encore facilement décomposable. Le quatrième composé, c'est la cellulose. Donc là, on va dire c'est l'intérieur des pailles, c'est l'intérieur des tiges de colza, de maïs, etc. C'est encore un peu mou, mais ça commence à se durcir. L'amidon, ça n'a rien à voir. On va le retrouver plus dans le grain ou dans des choses comme ça. Et puis le cinquième composé, c'est la lignine, c'est-à-dire c'est le produit le plus riche en carbone, celui qui apporte la dureté, les nœuds des pailles, l'extérieur des pailles, l'extérieur des tiges de maïs, l'extérieur des tiges de colza. C'est ce qui est le plus long et le plus lent à décomposer. C'est ce qui va demander des ouvriers, je vais les appeler comme ça, dans le sol particulier, qui ont besoin d'oxygène, ceux-là. Ils ne peuvent pas, comme certains autres composés qu'on a vus avant, être décomposés, même s'il n'y a pas trop d'oxygène dans le sol. Ceux-là, la lignine, et c'est obligatoirement par les champignons, à 90%. Les champignons sont des petits êtres vivants qui sont lents d'action quand ils attaquent un petit morceau de paille ou un morceau de compost riche en carbone. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Et dans les analyses, je vous le redis, que l'on observe pour savoir son taux de matière organique, on ne voit que la partie carbonée. Donc on peut très bien, avec des carbones morts, c'est-à-dire des apports de matière organique, entre guillemets, qui ne contiennent que du carbone, monter des niveaux de matière organique tout en n'ayant aucun effet positif sur la vie du sol. Donc ça, c'est important. Et quel est le critère pour vous dans vos choix de compost qui peuvent vous donner une petite partie de cette information-là? Il y a votre ressenti déjà d'agriculteur. Vous vous doutez bien qu'entre un lisier liquide, un fumier de cheval très riche en paille et pauvre en produits solubles, puisque c'est quand même le cas, et puis un fumier de vache, voire ensuite quelque part des fientes ou autre, on ne va pas du tout avoir la même chose en termes de carbone à l'intérieur et d'azote. C'est ce rapport carbone sur azote dont on a déjà parlé dans
sur cette chaîne, dans les vidéos sur les analyses de terre notamment, que l'on va déjà avoir une info si votre compost est avant tout un engrais organique, rapide d'action, avec un rapport carbone sur azote plutôt faible, donc inférieur à 10, on va le considérer comme ça, et puis un produit plutôt amendant et même dépressif sur vos cultures. Si vous cherchez un effet booster, là, avec ces produits-là, vous ne l'aurez pas. Eh bien, ce sont des produits avec des rapports carbone sur azote plus élevés, supérieurs à 10, 12, voire qui peuvent aller jusqu'à 20, 25. Ce n'est pas pour ça que ce n'est pas des bons produits, hein. C'est juste que dans vos attentes, il faut savoir ce que vous achetez. Alors, pour ça, avant de choisir son compost, il faudrait déjà savoir dans quel type de sol je me situe. Est-ce que mes sols à moi ont besoin plus de C sur N bas, c'est-à-dire d'apport de booster, ou plutôt d'apport de choses plus amendantes parce que j'ai un sol fragile, etc. Eh bien ça, c'est par l'analyse de terre et tout ce qu'on a pu voir un peu ensemble, pour approfondir si certains le souhaitent par rapport à vos demandes, mais c'est déjà comme ça qu'il faut se situer. Alors je vous donne les grandes lignes. Si je suis dans un sol sableux, si je suis dans un sol limoneux, très battant, très fragile, j'ai peut-être plus besoin d'apport avec des C sur N élevés, c'est-à-dire un produit riche en carbone. C'est peut-être plus que ça que j'ai besoin, d'accord ? Mais il faut m'attendre à moins d'effets sur ma culture, ça c'est clair. Par contre, sur l'allègement du sol, sur le côté structuration du sol, sur la rétention en eau, etc., c'est par ce type de produit que je peux l'apporter. Et justement, vu que ce sera des produits faiblement boosters, je n'amènerai pas des grosses quantités, car sinon, j'aurai un phénomène un peu dépressif sur mes cultures. Par contre, si j'ai un sol plutôt calcaire, plutôt un petit peu riche justement en carbone déjà à la base sur mon analyse de terre, un peu mou du genou, ce qu'on va dire, c'est-à-dire un sol, on sème quelque chose mais ça ne booste pas, alors je fais de la terre fine pour manger de la matière organique et libérer des éléments nutritifs, ce que font tous les agriculteurs de ces régions-là, d'ailleurs dit qu'ils le font moins, leur culture semble moins poussée, et bien là plutôt on va apporter des produits plus fermentescibles, plus rapidement solubles, qui contiennent plus du sucre, de l'azote et de l'amidon. Donc là, fiente de poule, compost de fiente et de lisier associés, etc. Et on ne montera pas plus haut. Et le paradoxe, c'est que parfois, dans ces régions-là, justement, on va retrouver des produits plus ou moins donnés ou à des prix très faibles, mais qui ne sont pas du tout destinés à ces types de sols-là. Donc en fait, c'est une évacuation de déchets industriels et les gens ont acheté des titrages, c'est-à-dire les contenus de fertilisants, comme je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est une erreur énorme et importante. Et puis après, dans d'autres régions sableuses de sol fragile, les gens vont parfois peut-être acheter justement des produits fermentescibles pour booster. Et en fait, ils vont encore accentuer le phénomène de fragilisation de leur sol. Donc vous voyez, pour cette première partie, c'est que dans les choix de compost, évidemment, on peut vite se tromper de destination. Et que de booster les plantes toujours, puisque c'est souvent le choix principal qui est fait, n'est pas forcément quelque chose qui va dans le sens d'améliorer votre sol. Et c'est quand même très très important. On peut même parfois favoriser la consommation de notre matière organique de constitution du sol, c'est-à-dire que par des produits trop boosters en grosse quantité, des lisiers en excès, des excès de digestat, ou voire, et ça je conclurai cette première partie sur ce sujet, ou voire des agriculteurs qui, parce qu'ils vont acheter des composts, entre guillemets, vont enlever les pailles, vont enlever leurs résidus en se disant « je compense en titrage, à NPK et tout le bazar ». Là, c'est l'erreur capitale à ne pas faire. Aujourd'hui, si vous choisissez vie de sol, amélioration de sol, et que vous vous projetez pour le futur, pour vos enfants, pour nous tous, c'est de dire « je laisse mes résidus et j'ai besoin, en plus de mes résidus, d'apporter du carburant, d'apporter de la vie ». Et ce sera le thème de la deuxième vidéo. Dans nos composts, est-ce qu'il y a encore de la vie? Puisqu'au final, ce qui nous intéresse, c'est la vie qu'il y a dans les composts que l'on apporte. Car sinon, et je vous l'ai déjà dit cette phrase, si ce n'est pas la vie qui vous intéresse, mettez le feu au tas de fumier, épandez les cendres, ça vous demandera moins d'énergie, moins de volume, moins de temps, et vous apporterez les éléments minéraux de la même manière. C'est là-dessus qu'il y a mensonge et erreur technique, c'est que ce qu'on souhaite apporter lorsque l'on apporte de la matière organique, que ce soit de nos fermes lorsqu'on est éleveur, ou que ce soit de la matière organique que l'on achète à l'extérieur, normalement, notre objectif devrait être apporter des produits vivants. Car on veut ensemencer le sol en fermant, qu'on a tendance à voir parfois se déséquilibrer, ou voilà. Et c'est ça le plus important, et c'est ça qui aura l'effet le plus important à long et moyen terme. Voilà, donc vous voyez, les composts sont normalement des produits vivants, de plus en plus hygiénisés, de plus en plus loin de chez nous, de plus en plus trafiqués, de plus en plus avec des ajouts de produits dont on ne sait pas quoi faire, et leur composition change, leur fonctionnement change,
Et quand il arrive chez vous dans votre parcelle, parfois il contient bien trop d'eau, ce sera un critère qui sera important. Parfois il est déjà tout noir, ça veut dire qu'il est au bout du rouleau, qu'il a déjà eu son total. Parfois il s'est aplati comme une crêpe parce qu'en fait c'est un produit qui ne contient pas de fibres, donc pas de produits carbonés et cellulosés. Il ne contient que des sucres, etc. Et puis les quantités que vous apportez, eh bien, on en parlera justement dans la prochaine vidéo, souvent trop importantes. On vous vend par rapport à des coûts d'épandage, on vous vend des quantités de compost bien trop élevées qui ne correspondent pas à ce que vous devriez faire. Il me semble que vous mangez, vous, chaque jour. Votre sol, c'est pareil. Il ne peut pas manger, comme pour les engrais, une fois tous les 3 ans, une fois tous les 5 ans. Préférez des quantités plus faibles, apportez plus souvent, et c'est ce qu'on parlera dans la deuxième partie.